Eh bien bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons peu, parlons prêt. Et comme l'exception confirme la règle, on va cette fois-ci faire Parlons peu, parlons pro, by la Maison des Courtiers. Je suis Laurent et aujourd'hui nous allons aborder un sujet très spécifique mais essentiel, le financement des projets des dirigeants d'entreprise, qu'ils soient immobiliers ou professionnels. En tant que dirigeant, vous avez probablement eu des besoins spécifiques, que ce soit le financement de votre résidence principale, l'investissement dans du locatif, le rachat ou la création d'une entreprise. Et donc cet épisode est là pour vous donner des astuces pour réussir votre projet et comprendre les attentes des banques. Exactement, Laurent. Merci pour cette introduction. C'est vrai que tu as une expertise particulière pour accompagner ces profils. Souvent, voilà, c'est complexe, mais passionnant. Moi, personnellement, quand j'ai travaillé en banque, c'est le métier que j'ai préféré, de pouvoir accompagner les dirigeants d'entreprise. Et du coup, avant de rentrer dans le détail, est-ce que tu peux expliquer à ceux qui nous regardent pourquoi il est important d'avoir une approche adaptée pour les dirigeants d'entreprise? Eh bien, tout simplement parce que les dirigeants d'entreprise n'ont pas les mêmes sources de revenus, les mêmes règles applicables qu'un particulier. Un particulier va avoir un bulletin de salaire à la fin du mois, il va y avoir des niveaux de primes qui peuvent mettre de façon aléatoire comment dire, les niveaux de revenus ou de façon non linéaire. Mais c'est très rare en fait. Le particulier, il a un salaire sur l'année, il n'y a pas de souci. Le professionnel, c'est complètement différent. Ses revenus sont tirés de son entreprise, bien souvent et quasi exclusivement. Et puis, fonction de l'activité du professionnel, de sa rentabilité, des exercices, des années, il va tirer sa rémunération de sources différentes. Donc, ça nécessite une analyse sur mesure pour présenter un dossier solide auprès de nos partenaires bancaires. Aujourd'hui, donc, on va voir ensemble comment on structure ces financements, comment on les prépare, que ce soit un dossier professionnel ou un dossier personnel, ça ne se présente pas de la même manière qu'un dossier d'un particulier. Oui, ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Alors, avant de parler de financement déjà à titre pro, voilà, moi j'aimerais bien qu'on parle déjà du financement à titre perso du dirigeant d'entreprise. Donc voilà, là on est plutôt dans la situation où finalement c'est quelqu'un qui est déjà installé à son compte, puisque voilà, tu vas peut-être pouvoir sûrement nous expliquer d'ailleurs, voilà, il faut quand même un minimum d'historique pour pouvoir prétendre à un financement à titre personnel. Du coup, qu'est-ce qui change par rapport à un salarié classique? Voilà. Sur un salarié classique, on va être sur une analyse de revenus des derniers mois. Sur un professionnel, un chef d'entreprise, on va analyser bien plus loin. On va aller chercher 2, 3 ans, 4 ans en arrière pour voir la stabilité des revenus, la stabilité des ressources qu'il tire de son activité professionnelle. Donc on va analyser à la fois ses revenus, mais aussi on va analyser la source qui permet de tirer ses revenus. Et donc, parfois, le dirigeant d'entreprise va avoir des revenus issus de rémunération, de salaire s'il est en SAS, de dividendes s'il opte pour un choix d'allègement de niveau de ses charges, de la fiscalité. Et tout ça, en fait, ça nécessite une analyse très précise pour justement présenter le dossier en banque. Les banques vont analyser la stabilité de ses revenus, la pérennité de ses revenus et donc la pérennité financière de son entreprise. Donc on a à la fois une vision sur la partie personnelle du dirigeant d'entreprise, mais aussi et surtout de son entreprise. Donc clairement, là, ce que tu es en train de nous dire finalement, c'est que, par exemple, voilà, moi je suis dirigeant d'une SAS, donc c'est un statut salarié finalement. Donc dans ce genre de situation, on a un bulletin de salaire. Pourquoi les banques, elles se limitent pas à regarder mes 3 derniers bulletins de salaire comme un salarié? Parce que tout simplement, tu n'es pas un salarié comme un autre. Tu n'es pas une salariée comme une autre. C'est-à-dire que tes revenus, ils sont tirés du fruit de ton exploitation, de ton entreprise, de la performance économique, du résultat de ton entreprise. C'est-à-dire que si ton entreprise, ce que je ne souhaite pas bien évidemment, dévisse, est confrontée à une chute d'activité et affiche un niveau de rentabilité moindre, eh bien écoute, qu'est-ce qui se passe? Le dirigeant d'entreprise, souvent, a, par nécessité, puisqu'il mouille le maillot,
il a l'obligation de réguler sa rémunération en fonction de son activité. Les années se suivent mais ne se ressemblent pas en termes d'activité. Ah ouais, ce Donc, serait trop facile. c'est un élément, voilà, c'est un élément qui, aux yeux des banques, ne permet pas d'analyser un dirigeant, donc un président de SAS ou un directeur général de SAS, comme un salarié lambda. Donc voilà. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas emprunter. Ça veut dire que quand on a un projet immobilier en tant que dirigeant d'entreprise pour sa résidence principale, eh bien, il va falloir expliquer comment tu tires tes revenus, quelle est ton entreprise, qu'est-ce qu'elle fait, quel est son niveau de rentabilité, quel est son niveau de fonds propres dans la structure, est-ce que l'entreprise est solide ou pas. En fait, l'important, c'est de savoir si l'entreprise a la capacité de te payer sur le long terme, l'activité de te payer, et puis si toi, tu as la capacité de payer tes échéances de prêt. Et donc ça, c'est un élément hyper important pour les banques pour qu'elles soient rassurées et qu'elles te prêtent. Ouais, donc finalement, si on résume cette partie-là, on pourrait dire que finalement les 2 sont liés. C'est un projet perso, mais finalement, il va y avoir un regard quand même sur, les résultats de mon entreprise et ça veut donc bien dire qu'il faut un minimum d'historique pour que je puisse prétendre à un financement à titre perso, quoi. Totalement, totalement. Quelqu'un qui vient de démarrer son activité depuis 6 mois, à moins qu'il ait basculé, on peut prendre un exemple, quelqu'un qui est en entreprise individuelle, qui était en exercice depuis 10 ans, bascule en société, mais on a tout l'historique de son activité, il a basculé pour des raisons d'optimisation de charges, etc. Là, on va pouvoir l'expliquer. Et ça nous est déjà arrivé de financer des gens qui étaient en entreprise individuelle, qui basculaient en société. Ça pose aucun problème, il a 6 mois d'activité, mais on a tout l'historique. En revanche, quelqu'un qui était salarié, qui part et qui monte sa société, là, il va être difficile de le faire financer après seulement 6 mois d'activité. Il faut quand même un petit peu plus de recul. On dit toujours qu'une entreprise, la partie la plus difficile, la partie charnière, c'est après les 3 ans. C'est pas pour rien que les banques regardent à minima les 3 dernières années. Donc tu conseilles quoi? C'est d'attendre combien de temps avant de pouvoir envisager un projet à titre, personnel, quoi? Moi, demain, je me lance ma société, je voudrais acheter ma résidence principale. C'est quand même souvent le cas qu'on rencontre, avec nos clients. Quels conseils tu peux, donner à ceux qui nous regardent, voilà, pour dire: «Il faut au moins attendre, tant de temps, quoi». Enfin, voilà, combien de bilans, Écoute, il nous est le mieux pour en parler, c'est d'expliquer les projets qu'on a réussi à financer. Et les projets qu'on a réussi à financer dernièrement, c'était des projets sur lesquels on avait des gens qui étaient en activité depuis 2 ans, qui bossaient souvent en freelance sur des structures en SAS, qui arbitraient leur rémunération, parce que c'est très à la mode, notamment pour les intervenants dans l'informatique, dans l'IA, qui peuvent d'ailleurs bosser parfois pour des banques. Ça a été le cas il n'y a pas très longtemps. Et ces gens-là avaient 2 ans d'activité. On a une lecture précise du secteur d'activité. On sait si ce secteur est porteur ou pas. On a une lecture pendant 2 ans et une gestion rigoureuse, c'est-à-dire que on voit l'arbitrage entre rémunération et perception de dividendes. Donc, on sait comment le dirigeant orchestre sa rémunération. Donc, on a déjà une idée de ce que ça représente. Maintenant, ce que je peux conseiller, c'est que quand on crée son entreprise, c'est de faire en sorte de bien structurer son entreprise, d'être un bon gestionnaire, de façon à ce que, à horizon 2 ans, quand on vient pour présenter un dossier 2, 3 ans à une banque, on a un dossier solide. Ouais, donc je pense que, par contre, il y a quelque chose là qui me vient en tête finalement, c'est que oui, certes, il y a les bilans, mais j'ai déjà eu le cas et je sais que tu l'as déjà eu, c'est imagine, on n'est pas encore à la fin d'un bilan où le bilan, il commence à être, d'un certain recul finalement. Je te donne un exemple, le bilan s'arrête, au 31/12 et on est au mois de septembre quand je sollicite pour le projet. Généralement, quand même, les banques, de ce que je connais, hein, vont avoir tendance à demander un arrêté comptable. Donc je Ouais. pense qu'il faut le rappeler, Oui, ce c'est sujet. important parce qu'en fait, souvent, quand on prend la photo du bilan, déjà, on a 6 mois de retard, même Mmh, voire 18 mois, puisque c'est vrai. quand sort le bilan, on est souvent pour un arrêté au 31/12, on est au mois de juin, et on a déjà 18 mois entre le début de l'activité et la sortie du bilan. Donc, ce qui est important, c'est de mettre à jour ces éléments. Et la banque, qu'est-ce qu'elle va vouloir? Elle va vouloir se dire, tiens, OK, il y a le bilan de N-1, N-2, N-3, admettons, mais ça donne quoi sur l'exercice? Donc, souvent, en effet, on demande à avoir une situation comptable
Généralement, quelqu'un qui clôture au 31 décembre, il sait au 30 septembre quel est son atterrissage, à peu près. Donc, quand on a un arrêté comptable au 30 septembre, on sait vraiment ce vers quoi on va tendre en termes de performance, de résultats et de bilan. Et si on peut faire un petit aparté, parce que là, on parle beaucoup de bilan finalement, mais tout le monde n'a pas un bilan. Et là, il y a un point qui me vient tout de suite en tête, ce sont les auto-entrepreneurs. Ils sont de plus en plus, c'est quelque chose qui est facile finalement à lancer, Ouais. il n'y a pas d'obligation de comptable. Concrètement, comment ça se passe pour eux? Alors clairement, c'est un peu plus complexe et les auto-entrepreneurs, ça va dépendre en fait des activités. Il nous est arrivé de financer de nombreux auto-entrepreneurs parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui fonctionnent de cette manière-là, qui fonctionnent très bien, qui tirent une rémunération parfois supérieure qu'en tant que salarié. Là, on va devoir expliquer à la banque, puisque les auto-entrepreneurs ont des abattements forfaitaires qui font qu'ils déclarent un niveau de revenu qui n'est pas celui qu'ils perçoivent réellement quand ils sont dans du service notamment. Et c'est là où le bât blesse quand on présente la rémunération à une banque. Sur l'avis d'imposition, on va avoir un niveau de revenu qui ne va pas être celui qu'il a perçu. Donc il va falloir qu'on explique à notre partenaire bancaire, fonction des typologies d'activités, imaginons activité de service avec très peu de charges, pas d'achat de matières premières, pas d'achat Pas de gros investissements pas de finalement? gros investissements, à part un ordinateur et quelques frais de déplacement. Il va falloir qu'on explique à notre partenaire bancaire qu'on ne va pas dégréver 50% de charges, hein, puisque Oui. concrètement, il n'y a pas 50% de charges. Et Et pourtant, c'est ce qui se passe au niveau voilà, fiscal. Quand, on fait la déclaration au niveau des impôts, sur la facturation qui est faite, il y a tout de suite un abattement 50%, quoi. voilà. Donc les Mmh. auto-entrepreneurs, c'est un peu une spécificité. Je dirais que c'est un peu sur le particulier, on a le pendant des assistantes maternelles. Mmh. Les assistantes maternelles ont des rémunérations qui sont composées de leur rémunération et puis de plein, plein, plein de frais annexes. Et au bout du bout, elles n'ont pas la fiscalité sur l'intégralité de leurs revenus. Et bien en fait, c'est un peu la même chose. Et on fait le distinguo entre les revenus fiscalisés, donc le revenu net fiscal, et le revenu réellement perçu. Et on a des banquiers qui ont la capacité de pouvoir analyser cette situation au cas par cas, fonction de l'activité, et qui intègrent les revenus qui correspondent à la réalité et non pas uniquement à la déclaration fiscale. Donc, si on résume la partie, en tout cas ce qui pourrait concerner les auto-entrepreneurs, c'est que voilà, finalement, ils ont pas de bilan, donc c'est pas un problème en soi. Il faut tout de même, malgré tout, ils peuvent pas se dédouaner qu'il faut un minimum d'historique aussi, hein, on peut pas, au bout de 6 mois d'auto-entreprise, pareil comme, un chef d'entreprise, pouvoir solliciter un financement. Tu conseilles quoi, pareil 2 ans, comme Ben, les En comme les fait, pros, qui ont un ouais, bilan? oui, oui, oui. En termes de recul, de toute façon, on oublie les 3 mois d'activité sans période d'essai. On débranche les fils et on n'a pas la même connexion d'un particulier à un professionnel, qui soit chef d'entreprise ou auto-entrepreneur, qui soit travailleur non salarié ou qui soit président, directeur général. On va débrancher et déconnecter les fils du système du particulier. Et donc, il faut avoir un recul nécessaire de manière à présenter quelque chose de solide. Il faut au moins qu'on ait un recul de 2 3 ans d'activité qui permettent de démontrer, ne serait-ce que pour le client lui-même, Mmh. qu'il aura la capacité de subvenir à ses besoins et que son activité est pérenne et rentable. Ouais, il y a Au-delà vraiment du risque que la banque va prendre et du fait de rassurer la banque, il est important que le client, lui, ne se mette pas en situation de risque. ouais, ouais, bah, clairement, il faut montrer vraiment ou une évolution positive, bah, toujours plus, ou à minima une certaine stabilité, quoi. En gros, ça peut pas être les montagnes russes. Non, 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 c'est clair. Eh bah, écoute, là, on a beaucoup parlé, du financement, bah, des projets perso, bah, des entrepreneurs, et des dirigeants d'entreprise. Maintenant, si on se concentre sur le financement des projets professionnels des clients, qu'est-ce qu'il en est de ce côté-là? Quels sont les différents types de financement qui existent finalement? Et qu'est-ce que ça peut, voilà, qu'est-ce qui concerne principalement les dirigeants et leurs structures? Alors, les financements de dirigeants, ils peuvent être de tout ordre. Les chefs d'entreprise, en fait, ils peuvent soit
financer le développement de leur entreprise. Ça peut être sur du matériel, ça peut être sur des machines, ça peut être sur des besoins de recherche en développement, ça peut être également sur de l'immobilier, c'est-à-dire qu'il y a une extension d'activité ou tout simplement on a l'opportunité d'acquérir le bien immobilier dans lequel on se trouve ou celui qu'on est qui pourrait accueillir l'activité. Donc ça peut être ceci. Ça peut être également des rachats de parts sociales, d'accord, des rachats de comptes courants d'associés. On peut avoir tout type de financement, ça peut même aller jusqu'au financement du cycle d'exploitation. Alors, qu'est-ce qu'on entend par cycle d'exploitation ? En professionnel, on dit toujours on a le financement à moyen long terme et puis on a le financement à court terme. Donc, on peut intervenir sur tout type de dossier. Là, récemment, j'avais un client qui me sollicitait pour un rachat de parts de société. Et en fait, il s'est avéré que, en creusant et en analysant la situation, en fait, c'était pas du tout ce pourquoi il venait ce pourquoi il venait me challenger, parce qu'il avait la solution, mais il avait besoin d'un financement à court terme. Et donc, on a, grâce à un de nos partenaires qui fait de l'affacturage, mis en place un contrat d'affacturage pour ce client et on l'a soulagé en termes de tension de trésorerie au quotidien pour qu'il puisse développer son activité, puisqu'il avait un poste client. Alors, ça parlera à nos chefs d'entreprise. Un poste client, c'est quoi ? C'est ni plus ni moins les clients qui lui doivent de l'argent, qui était assez conséquent. Et puis, comme on sait, la trésorerie n'est pas extensible. Donc, quand on a quelqu'un qui vient faire l'avance de cette trésorerie, ça fait partie des solutions que l'on peut mettre en avant. Donc, on peut faire du moyen terme, du court terme. Ça dépend de la situation de chacun des clients. Mais finalement, si on creuse le sujet, moi, je trouve qu'il y a deux typologies là qu'il faut qu'on arrive qu'on sépare aujourd'hui. On a les créateurs d'entreprises. Eux, ils n'ont pas d'historique finalement. Ouais. Qu'est-ce qui va être important ? Moi, demain, j'ai une super idée. J'ai envie de lancer une société. Par quoi je commence en fait ? La première chose, alors, il y a le créateur d'entreprise qui part, ce qu'on appelle ex nihilo. Il part de rien, de zéro. Il redémarre, il a une activité, il a une idée fulgurante dans la nuit. Ex nihilo, non, mais c'est quoi ce mot ? Ex nihilo, c'est-à-dire qu'il n'a pas créé avant. Donc, une vraie créa, quoi. Voilà, c'est une vraie créa. Start-up. Voilà, pure et dure. Alors, celle-ci, on va avoir un peu du mal à la financer, ou alors il faut vraiment qu'il ait une super idée, mais ça existe, et chaque dossier est particulier, et donc il faut l'analyser. Au-delà de ça, on va avoir aussi la création dans le cadre de reprise, de rachat de fonds de commerce ou de rachat d'entreprise X ou Y. Ce qui est important, en fait, c'est que la personne soit à minima du secteur d'activité. La banque, ce qu'elle va regarder, c'est la capacité du porteur de projet à pouvoir tenir son activité et faire en sorte que ça soit une réussite. Je m'explique. Moi, je suis très mauvais cuisinier, je suis très mauvais en restauration. Je décide demain, parce que j'ai une idée, je veux aller faire de la restauration. Il y a peu de chances qu'on me finance. En revanche, quelqu'un qui est chef, qui a une expérience passée, qui a travaillé dans la restauration, dans l'hôtellerie et qui maîtrise vraiment bien le sujet, aura davantage de chances. Pourquoi ? Parce que le porteur de projet, c'est crucial. D'accord ? La bonne réussite d'un projet, c'est la compétence. C'est moi en tant que personne, finalement. Voilà. Et après, bien évidemment, on va regarder d'autres éléments. L'emplacement, qui est quelque chose d'important, l'activité, est-ce que c'est une activité qui souffre ou pas sur ce territoire, et un élément clé que souvent les gens pas malmènent, mais ne font pas de manière suffisamment précise, c'est le prévisionnel, ce qu'on appelle le business plan. Le prévisionnel est quelque chose de très important. Pourquoi ? Parce qu'on va envoyer un signal à la banque en disant, voilà, moi, avec cette création d'entreprise, j'envisage de faire tant de chiffre d'affaires, j'envisage d'avoir tant de niveau de marge, je vais avoir tel niveau de charge, et puis à la fin de la fin, sur mon compte de résultat, qu'est-ce que ça va générer ? N'oublions pas qu'une entreprise, aujourd'hui, elle n'est pas philanthrope, elle est là pour gagner de l'argent, pour assurer une certaine rentabilité. La banque, elle va regarder quoi ? Quand elle prête de l'argent, c'est la capacité de cette entreprise à pouvoir payer les dettes. Les dettes, elles se payent par le résultat. S'il y a du résultat, elles pourront payer les dettes. Donc aujourd'hui, les banques vont être sensiblement, elles vont regarder de façon précise ce business plan. Et c'est là aussi, c'est dans ce business plan qu'on indique comment va se faire cette société. Parce que souvent, il y a le choix juridique. Oui. Il y a le choix juridique. Est-ce que je me lance en auto-entreprise ? Est-ce que je me lance en entrepreneur individuel ? Est-ce que je fais une SARL, une SAS, une SA ? Enfin, la liste, elle est longue. Alors, on va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais je pense que c'est important d'insister sur le choix du statut juridique qui va aussi
impacter finalement la demande de financement à titre pro, quoi. Totalement. Tout à l'heure, on évoquait la dimension, on l'a évoqué très, très succinctement, de travailleurs non salariés ou de présidents. Le distinguo entre l'un et l'autre, c'est qu'on est en présence d'une SARL d'un côté et d'une SAS de l'autre. Euh, En fait, il y a une importance assez conséquente sur le choix stratégique du dirigeant quant à son montage juridique. Nous, quand on intervient, la première chose que l'on fait au-delà du business plan, en effet, c'est de balayer tous les éléments pour savoir quel va être le montage, pourquoi, comment, combien, etc. Et on prend de la hauteur par rapport à ça. Et on est en fait le facilitateur entre l'expert comptable qui a travaillé le business plan avec son client. C'est lui qui va travailler la constitution ou la fabrication du chiffre d'affaires et des charges. On va également évoquer le sujet. Parfois, ils ont des services juridiques, mais parfois pas, avec le juriste ou l'avocat, notamment sur le choix de la structure juridique. Est-ce qu'on est en structure de société? Est-ce qu'on est en entreprise individuelle? Etc., etc. Et tout ça va faire que, en fait, quand on va accompagner le client, on va tendre vers la solution qui correspond le plus à ses attentes. Il nous est arrivé de dire à un client, ben non, vous faites fausse route, vous voulez partir en entreprise individuelle, vous rachetez un fonds de commerce qui fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Concrètement, l'impact en termes de fiscalité, de transmission, etc., n'est pas le plus approprié. Ça nous est déjà D'ailleurs, tu arrivé. avais eu un cas comme ça, là, si mes souvenirs sont bons, sur un magasin de prêt-à-porter où Ouais, il était en entrepreneur individuel et exact. fiscalement, ça faisait très très mal. Ouais, c'était... Et tu l'as quand même bien, bien accompagné là-dessus, quoi. Tu es Ouais. carrément, pour moi, sorti de ton rôle de courtier. Parfois notre rôle n'est pas d'aller. Je dis souvent qu'on n'est pas des chasseurs de taux ou des chercheurs de crédit. En tout cas, c'est Euh, comme ça que toi, tu vois le métier, voilà, que la maison des courtiers voilà, voit le c'est métier. notre spécificité, notamment sur le pro et l'entreprise. Et ça, c'est un très bel exemple. C'est un jeune homme, pas très vieux, hein, 25 ans, qui démarre dans un petit 20 mètres carrés, 25 mètres carrés, Mm. de zéro, de pas grand-chose. Et donc, ça collait. C'est-à-dire il était en entreprise individuelle, c'était normal. Il n'y avait rien d'alarmant dans ce qu'il avait créé au départ, sauf qu'il a grossi très vite, très très vite, jusqu'à arriver à des chiffres d'affaires de 500, 600 000 euros. L'impact en termes de fiscalité est arrivé. Et il avait des velléités de encore croître, développer son activité, développer un concept, créer d'autres magasins, etc. Et donc, en effet, on l'a accompagné sur cette, on va dire, ce changement d'entreprise individuelle à un régime de société. Alors, on y a greffé d'autres éléments puisqu'il a monté une structure holding, puisqu'il achetait des biens immobiliers dans le cadre du transfert de son activité. Et donc, on l'a accompagné pour que, justement, ses objectifs futurs, puisqu'il a plein de projets, soient calés sur son organisation, puisque l'organisation qu'il avait ne suffisait pas et aurait eu un impact peut-être désastreux sur son activité. Donc, oui, on est un peu sorti du cadre, mais depuis, en fait, C'est ce un qui marque client c'est ce qui marque la différence Voilà. finalement dans la façon dont on voit le métier de courtier finalement. Ouais, on est là pour accompagner les gens et faire en sorte de prendre de la hauteur sur chacun des dossiers. Chaque dossier est spécifique, chaque client a une situation particulière et donc il faut que l'on s'adapte et que l'on puisse prendre le recul nécessaire pour aller vraiment vers la bonne solution. Et quand on est plongé dans le dossier comme ça, comme c'est le cas, et en fait, quand on présente le dossier à la banque, pour nous, c'est beaucoup plus facile. Mm. Parce que en fait, on le connaît sur le bout des ongles, dans les moindres détails. Et en fait, la transcription qu'on en fait dans notre note de synthèse, qui est souvent très étoffée, en fait, elle plaît aux banques. C'est facilitateur. Ils captent tout de suite le dossier parce que les banques n'ont pas nécessairement le temps d'y passer 8 heures. Et en fait, ça va beaucoup plus vite dans l'analyse. On a aujourd'hui des partenaires bancaires qui comprennent la manière dont on fonctionne. Alors peut-être que notre histoire ou notre expérience bancaire nous aide là-dessus, puisque quand on Et puis présente de nos chef notes, d'entreprise finalement. voilà, Hein. on a cette espèce de Mm. double casquette qui fait que c'est assez sympa quand même. Ouais. Voilà. Et du coup, je pense que si je résume là tout ce que tu viens d'expliquer, je dirais que quand même le choix du statut juridique est très important puisqu'il va aussi impacter le dirigeant d'entreprise aussi bien sur sa fiscalité, sur l'interprétation de ses revenus,
Et il faut aussi corréler tout ça, notamment lorsqu'on a un projet d'investissement avec un bon business plan qui soit bien monté, réfléchi surtout. J'ai trop vu, en tout cas personnellement, des dirigeants d'entreprise, hein, par méconnaissance, parce que la plupart du temps, ce sont des très bons pros dans leur domaine, mais avec forcément une gestion d'entreprise où ça manque forcément d'expérience là-dessus, confier la réalisation du business plan à l'expert comptable. Ils font ça très bien, mais c'est vrai que, bah, pareil, l'expert comptable, je vais faire un exemple, et pas forcément le carrossier ou le mécanicien qui va exercer, donc il ne sait pas forcément les prix qui vont être pratiqués. Je pense que c'est important, en tout cas en tant que dirigeant d'entreprise, de connaître et de savoir expliquer son business plan, notamment dans le cadre d'une création sur lequel il n'y a pas d'historique, quoi. Ouais, c'est la grande difficulté, c'est de transcrire en fait sur des chiffres la réalité du monde économique de son entreprise. Mm. Et, et souvent, alors de toute C'est façon, pas que pour faire joli voilà, finalement. un prévisionnel, de toute façon, j'ai pour habitude de dire qu'il est toujours faux. Parce que au pire, il est pessimiste, au mieux, il est optimiste. Donc de toute façon, il est toujours faux. Tomber pile poil sur le prévisionnel, voilà. Mais il faut avoir quelque chose de cohérent. Là, je fais une petite boutade, mais il faut avoir quelque chose de cohérent qui soit vraiment le reflet de l'activité réelle. On ne peut pas mettre des chiffres couchés sur un compte de résultats comme ça sans avoir la capacité de les expliquer. Quand on prend un dossier, on est obligé d'expliquer, de donner du sens à notre partenaire bancaire. Et ça, on ne peut pas le faire sans avoir échangé et être rentré profondément dans le dossier avec le client. C'est hyper important. Alors, c'est vrai que là, on parle beaucoup de préparation dans le cadre d'une demande de financement en banque. Moi, il y a un point là, j'aimerais bien qu'on en parle aujourd'hui. C'est le fait que, au-delà du financement bancaire, en tout cas en France, il existe des aides, des subventions. Et là, je vais te parler de BPI. BPI, qui est un des exemples, je vais aussi citer la CIAJ, mais je sais que plusieurs fois, on a eu la situation de devoir conseiller nos clients de se diriger vers ce genre d'organisme, où en France, on a quand même la chance de pouvoir les solliciter, quoi. Alors, en France, il existe plusieurs dispositifs. Alors, BPI et CIAJ On va ou peut-être pas tous les citer aujourd'hui, mais c'est BPI, dire voilà. voilà, qu'il en BPI, existe. CIAJ, SACEF, etc. sont des organismes en fait. Alors BPI c'est un peu particulier parce que c'est la banque de financement, banque de l'État. Ont une spécificité, c'est que pour réduire le concours ou le risque, on va dire, de la banque, vont apporter une garantie complémentaire qui va permettre de rassurer la banque. Donc là, on est sur la dimension sécure de la banque. Des garanties, Voilà, quoi. c'est une garantie qui dit que si toutefois ça part au tas, parce que ça Mm. peut arriver, eh ben, on a une garantie derrière. Donc ça va conforter la banque. Mais il existe même d'autres dispositifs, puisque nous sommes présents dans un réseau qui s'appelle Initiative. Alors dans chaque département, il y a des associations de ce type qui ont pour vocation en fait de prêter de l'argent à taux zéro pour injection en compte courant dans des structures. Pour des porteurs de projets, Voilà, finalement. pour de la reprise, pour de la création, etc. Et ça a du sens parce que ça permet de dire, si on a un collège de jurés qui sont des entrepreneurs, des banquiers, etc., valident le dossier à des montants parfois qui peuvent aller jusqu'à 70 000 euros, c'est réconfortant et c'est rassurant pour la banque de se dire, ah ouais, ils y vont, nous on a envie d'y aller, on y va ensemble. Et ça réduit, en fait, ça permet de faire un effet de levier, c'est-à-dire que si la banque met X milliers d'euros et que Initiative met, on va dire 30, 40 ou 50 000 euros, et ben en fait, ça va permettre, le concours de chacun des organismes va permettre de diluer le risque et de faire aboutir le dossier d'un client. Souvent, quand en comité, on a des dossiers qui sont avec des apports un peu justes, parfois. Et bien ça conforte la banque en se disant, ouais, il y a quand même un apport qui vient de fonds publics prêtés à taux zéro pour permettre aux dirigeants d'entreprise de réaliser son projet. Et alors, du coup, Laurent, là, si on parle d'apport personnel, là, justement, concrètement, je peux lancer une demande de financement avec zéro apport, là, à titre pro? Alors, à la maison des courtiers, on est doué, on sait faire plein de choses, mais il y a une chose qu'on ne sait pas faire, C'est quoi? et ben c'est qu'on n'est pas magicien. Ah, mince. Donc en clair, il est rarissime, voire même impossible, de financer un achat d'un fonds de commerce, d'une entreprise ou un projet pro en création ou en reprise sans apport personnel, pour plusieurs raisons. C'est que la banque, déjà, si elle doit mettre 100% des fonds dans la structure, autant qu'elle achète elle-même.
Donc, je suis un peu provocateur, Mm. mais si le dirigeant d'entreprise n'a pas la capacité ou n'y croit pas au point de ne pas pouvoir ou ne pas vouloir mettre de l'apport, il va être difficilement faisable que la banque, elle, y croit. Donc ça, c'est le premier point. Le second, c'est que ça majore le risque. Et le risque ne peut pas être pris uniquement par la banque. La banque va prendre son risque, bien évidemment, mais il faut aussi que l'entrepreneur, chef d'entreprise et professionnel, bah, Qui se mouille, quoi. se mouille et prenne, Mouille et sa prenne des chemise, risques. comme on dit. Donc honnêtement, dans toute ma carrière, avant en banque et là en tant que courtier depuis 5 ans, j'ai jamais eu le cas d'un projet sur lequel il n'y avait pas d'apport. Et d'ailleurs, les dirigeants d'entreprise sont très, très, très bien avertis là-dessus. Ils savent très bien que sans apport, ils ne peuvent pas y aller. Donc, ça va de soi, les gens ne viennent pas avec des projets sans apport. Oui, ça va être. Enfin, là, généralement, l'apport que tu parles, ça va être surtout quoi? Ça représente quoi? Il faut 5, 10, 30, 50%? Eh ben non, 50% quand Non, même, faut je peut-être blague, pas. mais. Mais ça dépend des activités. Là, j'ai financé un restaurant il n'y a pas très longtemps. L'enveloppe globale était de 850 000 euros. Le client a apporté 210 000 euros d'apport. Ça fait quoi, ça? 20, Donc, 20, 20, 25%? ouais, Ouais. ça fait un bon quart, ouais. Ouais, faut un bon Donc, quart. en clair, là, on avait un projet qui tenait la route, hein. C'était un resto Mm. qui faisait 980 000 euros de chiffre d'affaires, 350 000 euros de résultats. Donc, une belle, belle, belle petite affaire. Mais bon, il faut aussi que la société ait la capacité de supporter les échéances de prêt. Et clairement, on abordait le financement à 600 000 euros et la banque y est allée. Alors certes, avec des garanties, mais elle y est Alors, allée. justement, là, dans ton exemple, il y a eu quoi comme garantie? Alors là, en fait, il y a eu plusieurs possibilités. Il y avait d'un côté BPI et puis de l'autre Donc, côté, BPI revient voilà, voilà, sur la table. il y avait d'un côté BPI, de l'autre côté le classique, le nantissement du fonds de commerce, puisque là on était en présence d'un fonds de commerce, et puis un petit bout de caution, caution personnelle des dirigeants, de façon à les engager. Ça a plusieurs vertus, c'est que ça engage le dirigeant d'entreprise et que la banque n'y va pas seule. Et puis ça permet d'augmenter un peu le niveau de garantie globale sur le dossier si toutefois il faisait défaut. Voilà. Et clairement, là, justement, vu qu'on fait ce focus là sur les garanties en prenant ton exemple, on entend souvent cette crainte du dirigeant d'entreprise de devoir hypothéquer sa maison, notamment quand il est propriétaire. Euh, T'en penses quoi, toi, de ça? C'est quoi la réalité sur le Alors, terrain lorsqu'on s'adresse à une banque? Moi, j'ai mon petit avis sur le sujet, mais j'aimerais bien avoir le tien. Alors moi, en plus de 25 ans, je n'ai jamais vu le cas. Je n'ai Bon. jamais vu un établissement hypothéquer la résidence principale ou un bien immobilier pour le financement d'une entreprise, etc. Je n'ai jamais vu le cas. Ouais, bon, on est d'accord. Ça existe peut-être, mais moi, je ne l'ai pas eu. Pour deux raisons. La première, c'est que la prise de garantie des cautions, elle est, comment dirais-je, elle impose quand même un certain formalisme et certaines règles. La banque ne peut pas prendre des garanties qui soient supérieures à la capacité du porteur de projet à les régler. Donc, on ne peut pas prendre une garantie, je m'exprime, quelqu'un qui n'a pas la possibilité de donner une caution d'1 million d'euros, si on lui prend une caution d'1 million d'euros, elle est nulle et on a vu, elle ne sert à rien. Ouais. Et puis, n'oublions pas quand même, on va rester raisonnable, les banques ne sont pas prêteuses sur gage, elles ne prêtent pas fonction des garanties, elles prêtent fonction du porteur de projet, du projet en lui-même, de l'entreprise, à rembourser, avoir la capacité de rembourser les crédits. C'est un peu comme un particulier sur ses revenus. On ne prête pas fonction de la typologie de la maison ou de la garantie qu'on va prendre. On prête fonction du particulier et de ses revenus. Est-ce qu'il aura la capacité de payer ses dettes? C'est un peu la même chose. Donc, en gros, tu es en train de me dire que si le banquier n'y croit pas, il ne va pas aller se rassurer en allant prendre une hypothèque sur un bien, quoi. Absolument. Il va émettre un refus. Il n'y croit pas. Il n'ira pas, quoi. Il n'ira pas. C'est pas parce qu'on aura une garantie pléthorique avec un bien qui vaut 4 millions d'euros. Que ça va forcément plus se rassurer et qu'il va y aller, quoi. Ce que veut le banquier, c'est faire en sorte de financer des opérations viables. N'oublions pas que tous les mois, quoi. Voilà, n'oublions pas que le niveau de risque sur les professionnels et les entreprises n'a rien à voir dans un établissement bancaire, pour l'avoir vécu quand même, avec celui d'un particulier. Sur un particulier, on a un niveau de risque qui est quasi, alors je ne vais pas dire nul, mais qui est très faible, qui est lié aux accidents de la vie, aux incidents, etc. Sur un professionnel, ça peut dévisser, et si ça dévisse, les conséquences sont un peu plus importantes. On a eu, il n'y a pas très longtemps, une période de confinement et autres, qui a été soutenue par
des PGE et autres, bon, on s'aperçoit quand même que il y a quelques entreprises qui n'avaient peut-être pas la capacité et qui aujourd'hui sont un petit peu en difficulté. Donc la banque, elle, ce qu'elle va regarder, c'est la capacité à pouvoir se faire rembourser Tous les mois. tous les mois sur un projet viable. Heureusement qu'elle est contributive et qu'elle finance l'économie, sans quoi on aura un peu de mal à la financer. Ouais, ok. Bah écoute, merci Laurent pour toutes tes explications et bah, cet échange qu'on a eu ensemble. Je pense qu'on a fait le tour de la question, hein. Forcément, il y aura encore tellement de choses à dire, mais voilà, l'essentiel en tout cas est dit dans cet épisode. Voilà, je vous rappelle qu'on a vu bah, déjà le financement des projets personnels du dirigeant d'entreprise et on a aussi également parlé bah, du financement des projets professionnels, voilà, qui sont vraiment très variés finalement. Voilà, l'idée, en tout cas, bah, c'est de bien préparer encore une fois bah, tous ces projets-là, quoi, qu'ils soient pro ou perso. Exactement, je dirais que ce soit pour des besoins personnels ou des besoins professionnels, l'essentiel c'est de vraiment structurer sa demande, de structurer son projet afin d'anticiper les attentes de la banque. L'essentiel vraiment est là, c'est qu'il faut tout préparer en amont. Ça nécessite un accompagnement sur mesure et c'est là où la différence se fait. C'est-à-dire que quand on arrive avec un accompagnement sur mesure, un dossier bien ficelé, bien préparé, eh ben, je ne dis pas que la banque a plus qu'à signer parce que ce serait utopique de dire ça, mais ça facilite grandement les choses. Aujourd'hui, dans les rapports que l'on a avec les établissements bancaires, sincèrement, quand un dossier est bien monté, eh ben, ça fait la différence. Donc écoutez, merci de nous avoir suivis sur cet épisode très riche et très intéressant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'un accompagnement, eh ben non plus, n'hésitez pas. Venez nous voir ou alors nous contacter via les réseaux sociaux ou notre site internet. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et un nouvel épisode. Au revoir.